Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, et si YouTube remplaçait les manuels d'histoire en 10 ans, des centaines de chaînes spécialisées sont nées, que faut-il en penser? Prem Karyou leur a consacré sa thèse, il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel, ou comment l'actualité résonne dans les programmes, actualité dans les kiosques. Aujourd'hui, on va parler de l'Énéide, l'œuvre du poète Virgile, auquel le magazine Virgule consacre un très beau dossier. L'heure de la récré, toujours avec Emma, récré musicale, historique et politique. Si je vous dis joie, joie, belle étincelle divine, fille de l'Élysée, je ne suis pas sûr que vous reconnaissiez l'air est plus connu. On va vous le fredonner tout à l'heure. Et puis enfin, notre rendez-vous avec le cours particulier. Marie-Olivier poursuit sa série de portraits de grands pédagogues. Aujourd'hui, Jean Piaget, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Le Moyen-Âge n'existe pas, nous ne sommes pas dans les années 2000, mais 1000, peut-être en 1023. D'ailleurs, les initiales du Moyen-Âge, c'est MA, comme 1000 ans, c'est fait exprès, autant d'années qui ont été rajoutées au calendrier. Voilà, texto, la diatribe d'un collégien, récemment entendu en classe par Paul, professeur d'histoire-géographie. L'ado a, je cite, vu une vidéo sur Internet. C'est ce témoignage édifiant qui ouvre le dossier que le journal Le Parisien a tout récemment consacré aux faussaires de l'histoire, sous la plume de Thomas Poupeau, aux faussaires de l'histoire sur les réseaux sociaux, pas aux faussaires en général. Et évidemment, ce cas, il n'est pas isolé. Pourtant, il est tout à fait possible d'acquérir des savoirs historiques on ne peut plus robustes sur le web, notamment sur YouTube. Et c'est ce que montre l'historien Prem Karyou, qu'on est ravi d'accueillir. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc intitulé votre thèse « La vulgarisation française de l'histoire sur YouTube 2008-2018 ». Vous êtes parti de plusieurs hypothèses. La première, c'était de dire que la vulgarisation de l'histoire sur YouTube, au fond, c'est le prolongement d'un phénomène culturel qui remonte au XVIe siècle, qui est d'essayer de raconter l'histoire à tout le monde. Oui, c'est ça. En fait, on se rend compte que dès le XVIe siècle en France, il y a énormément d'autodidactes ou de savants qui se tournent vers le grand public et qui se disent « mais en fait, pourquoi le savoir ne pourrait pas sortir des institutions? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler tout simplement à tout le monde ?» Et si on ne doit retenir qu'un nom, c'est celui de Bernard Palissy. Bernard Palissy. S'il faut le retenir, je ne le retiens pas, mais c'est pas grave. Oui, il faut le retenir parce que c'est vraiment celui dont on a une trace. On est au XVIe siècle. Tout à fait. Et il faut se souvenir que peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais on a une trace de ce fait, on peut le mettre en avant. Et alors lui, il fait quoi? Des conférences publiques? C'est assez fou parce que lui-même, il n'est pas noble et de ce fait, il a des difficultés à se faire respecter par rapport à son savoir. Il est autodidacte, il n'a pas suivi des cours particuliers, il n'est pas allé dans des universités, etc., etc. Mais il se dit, mais si moi, j'ai pu acquérir des savoirs, je peux essayer de le transmettre. Il fait des conférences publiques, il essaye de s'adresser aux gens. Ensuite, il commence à non pas utiliser le latin pour s'adresser aux lettrés, mais le vernaculaire, la langue de tous les Français. Extraordinaire. Il y a plusieurs étapes marquantes ensuite, on ne va pas pouvoir toutes les retenir, notamment évidemment les Lumières, l'encyclopédie. C'était quand même une vaste œuvre d'éducation populaire. Tout à fait. D'Alembert et Diderot, ils veulent sortir le peuple des ténèbres avec bien sûr toute la pensée des Lumières, qu'on peut instruire le peuple, qu'on peut faire évoluer l'homme. Il y a toute cette idée de la culture, le savoir pour faire grandir l'âme, pour tout simplement permettre aux hommes de s'épanouir. Dans un contexte où il n'y a pas encore de système éducatif au sens où on l'entend aujourd'hui, pour ça il va falloir attendre le 19e siècle. Mais alors justement, 19e et 20e siècle, là c'est déjà une première accélération avec à la fois des nouveautés techniques et des nouveautés politiques. Tout à fait, c'est l'arrivée, le développement à outrance, le mass média, les journaux, les livres, le livre de poche à profusion qui arrive, mais également la radio et puis bientôt la télévision. Et là, il y a vraiment une explosion de tous les moyens de transmettre des connaissances aux gens avec beaucoup d'émissions de vulgarisation. Et tout ça pour arriver à Internet, fin du XXe siècle au XXIe. Et là, une rupture quand même, parce que tout le monde, avant c'est quand même un peu compliqué. Pour imprimer un livre, il faut malgré tout un éditeur, puis il faut le vendre, il faut etc. Et là, n'importe qui peut prendre un smartphone, se filmer, mettre en ligne et dire je suis historien. Mais c'est ça, c'est l'arrivée de la plateforme sur laquelle je travaille, qui est la plus connue, YouTube. C'est leur slogan, c'est Broadcast Yourself, c'est diffusez-vous vous-même, voilà, mettez-vous en scène. Tout à fait. Et en fait, chacun, c'est gratuit, chacun peut en fait tout simplement se mettre en scène après avoir lu un livre d'histoire par exemple et prétendre à de la vulgarisation. Et ça part de quelque chose, c'est une envie, un sujet, une envie particulière et je veux transmettre aux autres. On a essayé, et je vous en remercie, de résumer 5 siècles d'histoire en quelques minutes. Le point d'arrivée, c'est qu'on se dit tout ça ne va pas être bien sérieux et en fait ça l'est beaucoup plus que ça. C'est très sérieux. En fait, il faut comprendre qu'on a ouvert cette émission avec
un ton peut-être un peu alarmiste. On se dit attention, les fake news en ligne, oulala, les adolescents se font manipuler, tout ça. Les adolescents ont une éducation aux médias très développée, mine de rien. Ils sont probablement moins manipulés que d'autres d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, il faut comprendre que sur YouTube, il y a plus de 250 youtubeurs d'histoire en France, rien qu'en France. Et parmi eux, ils sont à 67% autodidactes et les autres ont fait des études d'histoire plus ou moins longues. Mais il faut comprendre que parmi tous ces gens-là, il y a souvent une honnêteté intellectuelle. Tout n'est pas parfait. Il y a des erreurs. Il y a parfois des petits biais socio-culturels qui arrivent, des opinions politiques. Et il y a quelques dérives. Mais en moyenne, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt. On donnera évidemment de bonnes adresses tout à l'heure. Prem Karyou, qui a étudié dans son doctorat, pour son doctorat, 3984 vidéos d'histoire publiées sur YouTube en 10 ans. Elles ont généré plus de 267 millions de vues. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche, si vous voulez bien. On révise aussi, nous, beaucoup dans cette émission. Elle est notre, je ne sais pas comment dire, notre YouTubeuse histoire préférée. Waouh. Et Maguessel. C'est parce que je dis préféré? J'aime bien préféré. Ouais, d'accord. J'aime bien être votre préféré. Ouais. Emma, on est le 1er mars et l'actualité, elle est dans les kiosques aujourd'hui avec cette revue qu'on aime énormément ici, le magazine Virgule. Et vous allez donc nous parler de l'Énéide, œuvre du poète latin Virgile, œuvre à laquelle Virgule consacre sa une. Mais oui, parce qu'on ne s'aventure pas tant que ça dans l'Antiquité. Non. Dans la quotidienne, voilà. Et pas aussi souvent que dans d'autres périodes de l'histoire. Donc c'est donc l'occasion de se pencher sur ce chef-d'œuvre de la littérature antique qu'est l'Énéide, donc écrite par Virgile au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors Énéide comme Énée. Tout à fait. L'Énéide, c'est l'épopée d'Énée, fils de Vénus, dont l'histoire débute à Troie et se termine en Italie, où il doit fonder ce qui deviendra un jour la ville de Rome. Bref, c'est vraiment l'occasion de se rappeler l'un des mythes les plus connus de la mythologie gréco-romaine. L'histoire d'Énée, elle commence donc à Troie, où la guerre vient de cesser, la célébrissime guerre de Troie. Les Troyens sont les vainqueurs et Énée reçoit un message de sa mère, la déesse Vénus. Mon fils, tu dois fuir au plus vite cet endroit. Et c'est le début du long voyage d'Énée. Oui, le long périple, il fait un très très long périple. Il parle de Troie, il parcourt toute la Grèce, puis la Sicile, avant d'arriver en Italie. Alors pourquoi l'Italie? Eh bien parce que c'est le devoir d'Énée. Il doit chercher, je cite, sa mère antique, la terre d'origine. Sa mère comme sa maman. Voilà, exactement. Sa mère, sa mère antique, M-E-R-E. La terre d'origine de ses ancêtres. Et cette mère antique, c'est donc l'Italie, avec ses compagnons de voyage, les Troyens. Énée part donc avec ce but précis d'atteindre l'Italie. Un long voyage, évidemment, parsemé d'embûches et de quelques problèmes avec une certaine Junon. Eh oui, déesse des femmes mariées, maladivement, furieusement, farouchement jalouse. Elle a Énée dans le viseur. Le pauvre, c'est pas de sa faute. Mais celle de sa mère Vénus. Donc pour tout comprendre, il faut rembobiner un peu. On est avant la guerre de Troie et sur l'Olympe, là où habitent les dieux, 3 déesses se disputent la pomme de la discorde, sur laquelle il est écrit « pour la plus belle ». Et donc il y a Vénus, Junon, tout à fait, et Minerve. Et c'est au jeune Troyen Paris de trancher. Et Vénus lui promet que s'il la désigne, elle lui offrira la plus belle des mortelles, Hélène. Paris accepte, sauf qu'Hélène, elle est déjà mariée au grec Ménélas. Ça crée un sacré bazar cette histoire et c'est comme ça que débute la guerre de Troie. Donc on en revient à Junon. Elle déteste Énée parce qu'il est le fils de Vénus et que c'est Vénus qui a été désignée comme étant la plus belle. Ah là là, et donc elle va lui mettre quelques bâtons dans les roues. Ah mais jusqu'au bout. Elle ne lâchera rien. Pas de panique, le lecteur sait très vite qu'Énée a un destin tout tracé. Il sera vainqueur face à toute difficulté, prédit Jupiter, dieu des dieux, et il arrivera sain et sauf pour triompher à Rome. Il y a une grande notion de destin dans l'Énéide. Et pourtant, Junon, elle essaye. Elle demande de soulever une tempête contre les navires d'Énée. Elle envoie la furie Alecto qui, sous la forme d'un serpent, distille son venin, mais rien n'y fait. À chaque fois, Énée s'en sort. Autre moment charnière de l'Énéide, l'histoire d'amour d'Énée avec Didon. Ah oui, un des mythes les plus connus, Énée et Didon qui tombent follement amoureux alors qu'Énée est à Carthage, mais Énée ne peut pas rester, il doit partir, il doit accomplir son destin. Et une fois parti, Didon se suicide, elle grimpe au sommet d'un bûcher, elle se plante l'épée que lui avait offerte Énée, se plante dans le cœur. Ouais. Et l'Énéide se termine d'ailleurs de manière tout à fait sanglante. Oui, parce qu'Énée finit par tuer son dernier ennemi, Turnus, et lui plonge son épée dans la poitrine, c'est son dernier
bien que dernier vous mimez adversaire. aussi. Sérieux, Spectaculaire. on est d'accord. Non, YouTubeuse, non, histoire spectacle demain, ici. quand je vous avais dit qu'elle était formidable. Alors, Turnus. on le fait tous ensemble. Paf. Voilà, paf, c'est fini pour Turnus, tué par Énée. Et ça y est, enfin, il est arrivé en Italie, il a enfin accompli son destin. Et l'Énéide, c'est un ouvrage très important parce que c'est aussi un peu le début de l'histoire de la ville de Rome. Puisque Énée, il se marie avec Lavinia et leurs descendants ne sont autres que Rémus et Romulus. Et c'est Romulus qui fonde Rome et qui, comme conclut le magazine Virgule, j'ai bien aimé, scelle le destin de la descendance du prince Énée. Merci beaucoup, Emma. Formidable. Merci. L'histoire, parce que vous en avez vu beaucoup quand même, hein, vous, des vidéos d'histoire. Tout à fait. Il faut y aller, il faut se lancer. J'y Non. penserai. Voilà, non, elle reste ici. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. Vous allez avoir une petite piqûre de rappel. Grand oral. Le phénomène culturel de la vulgarisation de l'histoire en France est fort ancien. Il y a au cours de ces siècles une nette progression dans la volonté d'instruire l'ensemble des Français et non seulement une élite ou une classe plus aisée. Fin de citation. Citation extraite de la thèse que l'historien Prem Cariou consacre à l'histoire sur YouTube. On a retracer l'histoire rapidement pendant la première partie de l'émission. Une question sur les ressorts du succès, parce que je le disais en toute fin, je ne sais plus combien, toutes les vidéos que vous avez regardées, c'était déjà 267 millions de vues sur YouTube. Ça marche. Pourquoi les gens regardent autant pour cette passion pour l'histoire? Vous avez essayé de comprendre? Oui, tout à fait. C'est un des enjeux de cette thèse. C'est pourquoi est-ce que les gens regardent? Pourquoi est-ce qu'on va vers un sujet d'histoire? C'est un sujet de niche, finalement. Je tiens juste à rappeler que 267 millions de vues sur 10 ans, un clip de Rihanna, il fait 3 fois ça en 1 heure. Donc, quand même... C'est bien, il calme. Gros On est succès, mais quand même sujet de niche. Mais par contre, pourquoi est-ce que les gens vont voir de l'histoire? Eh bien, c'est par envie, par passion, souvent par intérêt, par curiosité, mais aussi il y a un phénomène très intéressant, c'est des gens, ils veulent s'instruire parce qu'ils sentent qu'il y a un manque, un complexe, et ils s'inscrivent dans une volonté d'empowerment, c'est-à-dire je cherche à combler des lacunes. Et je ne vais pas le faire en lisant un livre d'histoire, c'est un petit peu trop complexe, ça peut être effrayant aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a sur YouTube? Comment est-ce qu'on peut m'en parler plus simplement? Vous parlez de l'idée de combler une absence de savoir jugée honteuse. Les gens ont honte. Mais oui, j'ai dû même avancer masqué au cours de cette thèse, lorsque j'ai rencontré un nombre incroyable de personnes du public, où je voyais qu'il y avait une crispation dès que je disais que j'étais, à l'époque, étudiant à la Sorbonne. Il y avait ce côté domination sociale, et j'ai dû avancer masqué, je me présentais peu, et je me disais, alors, qu'est-ce que tu penses de l'histoire? Et là, les langues se déliaient, parce qu'il y a ce côté-là, je ne connais que peu de choses sur l'histoire, je ne viens pas d'un milieu académique, je suis très gêné, et on m'a même dit souvent, je suis très gêné, je connais toute l'histoire de Rome, mais je l'ai appris par YouTube. Ah bon? Pourtant, tout ce que la personne avançait était très intéressante, pertinente, parce qu'il suivait des très bonnes chaînes YouTube. Mais c'était pas légitime, et si on n'a pas été bon élève, ou si on n'a pas tout mémorisé, on traîne ce stigmate pendant toute sa vie. Oui, il y a tout à fait cet écueil-là de se dire, je tire mes sources d'une vidéo YouTube qui n'est peut-être pas de grande qualité, comment est-ce que je le mesure moi-même? Alors qu'il y a, j'insiste, mais beaucoup de vidéos. Alors c'est ce que vous dites. Vous dites même qu'il est souvent, je vous cite, un peu aisé de deviner si une vidéo est issue d'un autodidacte ou d'une personne diplômée en histoire. Oui, parce que ce qui est assez fou, c'est ce qui explique aussi en partie le succès de l'histoire sur YouTube, c'est que dans mon corpus, il y avait 100 youtubeurs historiques. Il y en a 250 aujourd'hui. Et en fait, on peut trouver un youtubeur qui vulgarise à la façon dont on aime. On a tous nos déterminismes socioculturels qui font qu'on est plus ou moins sensible à ça ou ça, tel aspect. Est-ce qu'il y a de l'humour? Est-ce que c'est très sérieux? Est-ce que c'est un format de 3 minutes, une petite capsule vite fait? Ou au contraire, je veux parler pendant 1h30 d'un sujet très précis, par exemple à l'époque médiévale. Et en fait, sur cette question-là, il y a une pluralité de youtubeurs qui arrivent à parler d'histoire et de manière très originale. Avec un phénomène d'émulation que vous décrivez, c'est-à-dire que à un moment donné, vous vous dites, plus il y en a, moins ça va marcher. Et en fait, c'est plutôt le contraire. La qualité monte. Ils se regardent les uns les autres, ils se piquent des trucs, et ça fait monter le niveau. Tout à fait, parce que en fait, c'était une de mes hypothèses. C'est la seule que vous n'avez pas vérifiée d'ailleurs. Et je me suis trompé sur cette hypothèse-là. Je croyais qu'il y allait avoir un phénomène de saturation, évidemment, qu'il n'y aurait plus de place pour venir, que ça serait vraiment saturé, évidemment. Mais je me suis rendu compte qu'il y a toujours un moyen de venir parler différemment de l'histoire et de trouver une partie du public qui
aimerait un ton, un sujet, une forme, un format, etc., etc. Et aussi une identification aux youtubeurs ou aux youtubeuses. Prem Karyou, les gens font très confiance. Seulement 1,5% des personnes que vous avez interrogées questionnent la fiabilité de leurs sources. Tout à fait. Ceci étant, il y a quand même des fakes aussi. Mais vous dites au fond qu'on peut les détecter à partir de quelques indices. C'est ça, il y a des indices, des red flags. Allons-y, des red flags. Drapeau rouge. Quand il y a un ton très dramatique, un mystère, vraiment, ou que la personne se présente comme un enquêteur et qu'elle a trouvé elle-même ses propres sources, ou encore il y a une musique très très avec beaucoup de tension, on essaie de vous la faire, quoi. Des effets de manche, ça va très vite. On n'explique pas, on donne pas ses sources, on n'explique pas la terminologie, on nous enfume. C'est ce genre de vidéo qui va très vite, qui est très manipulatrice et souvent d'une malhonnêteté intellectuelle rare, mais elles-mêmes, elles sont pas si nombreuses que ça. Ouais, et dans les formulations dont il faut se méfier, c'est par exemple selon certains historiens. Quand on parle au conditionnel, on commence par un sujet sérieux et on commence à mettre un petit peu de conditionnel, puis on arrive à dire une théorie et on finit par dire que les pyramides sont construites par des extraterrestres, que certains hiéroglyphes sont des lances spiders. C'est les Illuminati, quand même, excusez-moi. Ah, tout à fait, je confonds tout. Il faut qu'on fasse gaffe. Alors, tout ça, il faut, on plaisante, parce que si on se retrouve avec un petit montage, ça va être très désagréable. À notre époque où pullulent les fake news, des manipulations historiques, théories conspirationnistes et délires révisionnistes qui tentent d'enténébrer les esprits les plus crédules, faut-il vraiment dénigrer ces œuvres de vulgarisation destinées au grand public, que sont ces vidéos sur YouTube? Prem Karyou pose la question dans sa thèse et il y répond non, il ne faut pas les dénigrer. On le retrouve juste après la récré. Emma Guessel. Rebonjour Emma. Rebonjour Emmanuel. Pas aller la chercher bien loin cette récré. Vous avez feuilleté virgule, il y a tout. Bah oui, il y a tout dans virgule. Il y a de la joie. Il y a de la joie, exactement. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Et donc, puisqu'il y a de la joie dans l'heure de la récré, j'ai trouvé donc ce super article sur l'histoire de l'Aude à la joie. Donc, pour ceux qui ne situent pas l'Aude à la joie, allez-y Emmanuel. Oh non, je vous en prie, Mais si, allez. Mais non. Moi, je vous ai dit les paroles. Moi, je vous ai dit, ça commence par joie. Freud, dans Schiller. Sans doute le morceau le plus connu de Beethoven. Absolument, composé par Beethoven en 1824. Joué pour la première fois en 1824, voilà, qui sera un véritable triomphe. Donc, est-ce que vous saviez quand même que l'histoire de l'Aude à la joie commençait bien avant Beethoven? Tout ne part pas du tout de Beethoven, en fait. C'est un long poème, comme vous l'avez dit, composé en 1785 par l'écrivain allemand Friedrich von Schiller. Un poème qui célèbre la solidarité, l'espoir et la fraternité. À l'époque, il a énormément de succès en Allemagne. Et donc, Beethoven s'en est inspiré. Exactement. Il est fasciné par ce poème, il décide de le mettre en musique. C'est la naissance donc de la 9e symphonie en ré mineur qui s'achève avec un chœur et des solistes qui chantent donc l'Aude à la joie. Et cette Ode à la joie qui devient l'hymne européen en 1972, c'est ça? En 1972, le Conseil de l'Europe en fait son hymne avant qu'il ne devienne l'hymne officiel de l'Union européenne, avec toujours la symbolique de célébrer la fraternité et la solidarité entre les peuples et la paix. Sauf que dans l'hymne, les paroles ont été supprimées pour respecter la variété des langues parlées dans les différents pays d'Europe. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on connaît très bien l'air et moins les paroles. Freud. Voilà. Je pense comme ça, aux joies. Joie. Joie. Je voulais vous faire chanter, mais ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas marché parce que vous chantez beaucoup mieux que moi. Donc, comment dire, amitié pour celles et ceux qui nous regardent. Merci beaucoup Emma. Merci à vous. Grand oral, Prem Karyou. Majoritairement mus par une honnêteté intellectuelle et un désir de transmettre à leur public des connaissances historiques fiables émanant d'une rigueur méthodologique qui croît de vidéo en vidéo, les créateurs de vidéos historiques sur YouTube tentent au mieux de vulgariser l'histoire selon leur propre sensibilité. C'est ce qu'écrit Prem Karyou dans sa thèse. Vous êtes historien. Derrière cette question de la vulgarisation, alors là, en l'espèce de l'histoire, mais au fond, on pourrait parler des sciences, on pourrait parler de n'importe quel sujet, il y a la question de la diffusion des savoirs. Et derrière cette question-là, une question qui est une autre grande question, qui est: est-ce qu'on peut éduquer tout le monde, au fond? Oui, vaste question. Est-ce que chacun a son youtubeur d'histoire qui est là, qui est prêt à lui prendre la main pour l'emmener vers la découverte de sujets passionnants? Je pense clairement que je vais enfoncer des portes ouvertes à démettre l'épaule dans le vide, mais je pense que vraiment, la culture, oui, on peut éduquer tout le monde, clairement.
on peut s'ajuster. Il s'agit de faire preuve de pédagogie, et ce que font les youtubeurs. Ça n'a pas été clair pendant toute l'histoire quand même, parce que celles et ceux dont vous nous parliez en début d'émission et qui ont fait œuvre de vulgarisateurs, ils avaient cette conviction qu'on peut éduquer tout le monde, mais ce n'était pas du tout une conviction partagée. Non, mais bon, c'était à l'époque, il y a fort longtemps, où il y avait une question de noblesse, que bon sang ne saurait mentir, pureté du sang, le sang bleu, tout ça. Il y avait les élus et il y avait la piétaille, et on ne pouvait pas éduquer tous les hommes. Et justement, je vais vous demander cette perche, éduquer tous les hommes, mais aussi éduquer toutes les femmes. Les femmes. Et là, clairement, moi, ce que j'aime dans ce courant culturel de vulgarisation, c'est que c'est une main tendue à tout le monde. Et lors des différents échanges que j'ai eus avec le public, j'ai eu beaucoup de femmes et de jeunes hommes qui m'ont dit « Je ne pensais pas qu'en fait l'histoire c'était pour moi. Je ne pensais pas que je pouvais prendre même plaisir à tout cela. » Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que l'histoire, c'était aussi pour moi et que c'était beau. Avec cette particularité des réseaux sociaux, qui est que le spectateur, la spectatrice peut devenir auteur ou autrice lui aussi, les commentaires, au risque des trolls d'ailleurs, qui viennent me raconter un peu n'importe quoi. Mais on peut devenir soi-même contributeur. Oui, en fait, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on peut parler d'une culture participative également, où chacun peut venir donner son avis, peut relayer la vidéo via des réseaux sociaux en mettant son petit commentaire, peut directement poser des questions aux youtubeurs. Il y a des échanges, il y a énormément en fait de participation qui est possible et d'interaction, et on peut s'impliquer bien plus que ça. Et en plus, non seulement on peut suivre son youtubeur et tiens, c'est intéressant, de quoi va-t-il me parler, mais on peut s'engager, se servir de YouTube comme un moteur de recherche et tomber sur des réponses historiques éminemment passionnantes. Et la bonne nouvelle, c'est que ce que les spectateurs, spectatrices ont vu sur YouTube, en moyenne, ils le retiennent plutôt pas mal. C'est vraiment le cœur du sujet. Est-ce que ça sert à quelque chose, en fait, finalement, la vulgarisation? Est-ce que ça marche? Et grâce à mes études de terrain, j'ai pu mesurer que après le visionnage d'une vidéo de vulgarisation historique, on retient 40% des éléments. Et un an plus tard, sur la... Il en reste 11%, si quelque chose comme ça. 20%. 20, voilà. Et c'est quand même pas mal. J'ai un biais absolument terrible. Pourtant, je l'ai lu, votre thèse. On s'est méfié finalement de YouTube, comme on s'est méfié de l'imprimerie, des journaux, de la télé, de la radio. En fait, à chaque fois qu'un médium prétend... étendre la diffusion du savoir, il y a des gens qui vous disent non, c'est pas bien. C'est ça, c'est la peur de ce nouveau média qu'on ne maîtrise pas souvent aussi. Puis il y a une sorte de technophobie de la vieille génération. Et il y a aussi, je parle pour les universitaires, quant aux universitaires, il y a longtemps eu une sorte de snobisme. Oui, on ne s'engage pas sur YouTube, on ne parle pas au on ne mange pas de ce pain-là. Tout à fait. Ouais. Et finalement, on se rend compte que... de la part d'universitaires qui, par ailleurs, font des tribunes pour expliquer qu'il faut éduquer le plus de monde possible et accueillir tous les étudiants à l'université. Et qui reste à l'état de vœux pieux. Mais il y a de plus en plus d'universitaires qui s'engagent sur YouTube. Et ce qu'il y a de formidable par rapport à ça, c'est que la connaissance portée sur YouTube, elle est très observée et souvent corrigée, et les youtubeurs acceptent de se remettre en question. Prem, je ne vous prends pas en traître, je vous demanderai en toute fin d'émission, après le cours particulier de Marie-Olivier, quand même 2-3 conseils de chaîne YouTube, vous en avez étudié des tas, donc vous allez vous faire quelques amis et une centaine d'ennemis. Non, j'exagère, mais vous allez quand même nous donner quelques petits conseils. Vous avez le temps de réfléchir à ça, sinon ça peut être des indices sur comment on peut trouver des bonnes ressources. Emma, merci beaucoup. Cours particulier, Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier, on part aujourd'hui. On continue à faire de l'histoire en fait, vous êtes donné le mot. On part à la rencontre d'un autre père de la pédagogie. Cette fois, on est à la fin du 19e, début du 20e siècle et vous allez nous parler de Jean Piaget. Oui, je vais vous parler de Jean Piaget. Donc, notre personnalité aujourd'hui n'est pas vraiment un pédagogue. En fait, c'est un scientifique suisse. On l'a dit, la Suisse est une grande patrie de la pédagogie, qui est né en 1896 à Neuchâtel et mort en 1980 à Genève. Alors, scientifique, vous le dites, mais pas que scientifique, il a plein de casquettes, Piaget. Absolument. Le petit Jean naît dans une famille d'intellectuels. Son père est professeur de littérature médiévale et directeur des archives de l'État. Jean est l'aîné d'une famille de 3 enfants. Il a 2 petites sœurs, Madeleine et Marthe. Et c'est un enfant, on pourrait dire, modèle. Ses notes à l'école sont très bonnes. On dit même qu'il était un peu travaillomane dès le plus jeune âge, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir des liens sociaux et de créer un club, le club des Amis de la Nature, lorsqu'il est adolescent.
Et il explore aussi le canton de fond en comble pour étudier les mollusques. Il a une âme de scientifique, quoi. Oui, il a une âme de scientifique. De chercheur, ouais. Piaget est biologiste et fera sa thèse sur la malacologie valaisanne. Vous savez ce que c'est ? Aucune idée. Alors, pas la moindre. Alors, malacologie, ça veut dire étude des mollusques. Ah bah bien sûr. Voilà, et valaisanne, tout simplement. Bon, ça, c'est le canton du Valais. Ça, jusqu'à-là, on aurait pu. Bravo. Malacologie. Malacologie valaisanne, tout à fait. Ok. C'est sa thèse. Donc, il est chercheur en biologie, mais pendant ses études, il se passionne aussi pour la philosophie. Il publie des livres à ce sujet, mais puis s'initie aussi à la psychanalyse. Et il devient psy. Il devient psy. Jean va à Paris pour travailler au laboratoire d'Alfred Binet, donc c'est un pédagogue et un psychologue français renommé. Il y étudie alors le développement de l'intelligence humaine et il va se passionner pour le sujet, le fameux, exactement. Au point d'étudier le développement de ses propres enfants, Piaget, il va commencer par là. Oui, car entre-temps, Jean s'est marié et a eu 3 enfants. Il écrit des livres grâce à l'observation de ses 2 filles et de son fils. Il écrit par exemple en 1936 La naissance de l'intelligence ou encore en 1945 La formation du symbole chez l'enfant, des ouvrages de psychologie qui sont reconnus au XXe siècle. Donc il a plein de casquettes. Il a plein de casquettes, il est chercheur, professeur de psychologie, professeur de philosophie des sciences, de sociologie, mais le sujet du développement de l'intelligence et de l'éducation l'intéresse Et particulièrement. voilà ça, parce qu'on le connaît surtout pour ses travaux en psychologie de l'enfant et je crois ce qu'on appelle la psychogénèse de l'intelligence. Oui, parce alors que la malacologie, je ne sais pas, mais la psychogénèse, je sais. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la façon dont l'enfant J'allais vous le développe sa demander. manière de réfléchir et ses connaissances. C'est vraiment le sujet de Piaget. En 1921, Jean est d'ailleurs nommé chef de travaux à l'Institut Jean-Jacques Rousseau, l'école des sciences de l'éducation en Suisse, qui est créée à l'initiative d'Édouard Claparède, donc un grand pédagogue aussi du XXe siècle, avec qui Jean a eu l'occasion de travailler. Vous nous parlerez de Claparède un de ces jours, j'en suis sûr. Quelles sont les grandes découvertes alors de Piaget sur le développement de l'enfant et de son intelligence ? Alors, il étudie les structures invariantes de l'intelligence chez l'humain. Donc, selon lui, il y a différentes phases de développement cognitif chez l'enfant. La première, c'est de 0 à 2 ans, la période de l'intelligence sensorimotrice. Donc là, ce sont les réflexes, le sens, les mouvements. De 2 à 6 ans, l'intelligence préopératoire. Donc là, l'enfant développe la pensée symbolique et la pensée intuitive. De 6 à 10 ans, la période des opérations concrètes. Donc, par exemple, si j'ai un bout de pâte à modeler, je me rends compte qu'il y a la même masse de pâte à modeler si c'est une boule ou si je l'aplatis. Et de 10 à 16 ans, enfin, la période des opérations formelles. Donc là, l'adolescent peut passer du concret à l'abstrait, peut voir à long terme, peut faire des déductions. Dans la crèche, la maternelle, le primaire et le secondaire finalement. Ça rappelle aussi un peu Montessori, non, sur les questions du stade du développement de l'enfant ? Tout à fait. Et ça rappelle d'autres observations de pédagogues autres que Montessori, du mouvement de l'éducation nouvelle, dont Piaget est contemporain et qu'il soutient parce que ces théories vont dans le sens de ce que ces différents pédagogues proposent. Par exemple ? Par exemple, la grande idée de Piaget sur le développement de l'enfant, c'est une théorie qui est constructiviste. Donc la construction, les travaux de Piaget montrent que l'interaction avec l'environnement et l'environnement chez l'enfant construit son intelligence. Et donc Piaget s'oppose aux théories d'intelligence innée ou acquise socialement. Voilà, donc je construis mon intelligence. C'est ça le constructivisme en pédagogie. C'est ça. Forcément la même chose dans d'autres disciplines. Exactement. Et au fur et à mesure des interactions avec les autres et le monde qui l'entoure, l'enfant se construit. D'où la pertinence de l'approche de l'éducation nouvelle, donc de l'intérêt des pédagogies comme l'apprentissage actif, l'apprentissage par l'expérience, par la découverte et les activités qui permettent vraiment à l'enfant d'interagir avec son environnement. Dernière question, Marie, si on parle de Piaget aujourd'hui, c'est parce qu'il a inspiré beaucoup de pédagogues et de chercheurs par la suite. Oui, ses travaux et son œuvre scientifique prolifique ont inspiré et continuent d'inspirer des éducateurs et des pédagogues à travers le monde, mais aussi des sociologues, des psychologues, des biologistes. Et Piaget a laissé une trace indéniable au sein du monde de l'éducation. Il y a des écoles Jean Piaget un peu partout dans le monde. Et il avait d'ailleurs dirigé le Bureau international d'éducation, qui est un organe de l'UNESCO, pendant une 40aine d'années. Merci beaucoup pour ce portrait. On a fait beaucoup d'histoire. Super. On est un vrai YouTube. Il faut que vous nous mettiez dans votre prochain doctorat. Avec grand plaisir. School TV, on fait de l'éducation. Je précise, Prem Cariou, depuis la rentrée, 4 universités, Créteil, Albi, Nantes et Poitiers, proposent des masters en histoire publique, et notamment pour les historiens qui souhaiteraient se familiariser avec le fait de diffuser. Ça, c'est une vraie bascule quand même. Oui, on se rend compte que l'histoire publique est de plus en plus étudiée et que, enfin, on s'intéresse et on lui donne du statut et une légitimité. Et on le légitimise. Allez, qu'est-ce qu'on regarde comme chaîne YouTube ? Alors, ça va être basé sur mes propres goûts, mais il y a Nota Bene. Non, moi je recommande. Pourquoi pas Nota Bene ? Bon, alors allez-y. Je recommanderais notamment Laurent Turcot de l'Histoire. L'Histoire nous le dira. Ouais. Super, truculent, un petit accent québécois qui est magnifique. Beaucoup de Révolution française, mais des sujets éminemment variés. Il y a le sémillant Frédéric Loarn sur Hérodote.com qui parle beaucoup de piraterie, beaucoup de croisades, passionnant, beaucoup d'humour.
formidable. Et peut-être qu'on pourrait finir par Aude GG, qui, quant à elle... C'est bien de mettre une femme quand même, elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont là quand même, et il faut en parler, qui, elle, s'intéresse notamment, elle fait des portraits de femmes à travers l'histoire. C'est très bien réalisé. Et ça s'appelle Aude GG, D'accord. c'est le nom. C'est le nom de la chaîne aussi. Tout à C'est fait. son nom, c'est le nom de la chaîne. Aude GG, Hero.com, et l'histoire nous le dira. Prem Cariou, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur cette galaxie des youtubeurs historiques. Marie, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne. Laure Rodemont au maquillage pour la préparation de l'émission. Marine Plantec, qui aujourd'hui en régie est assistée par Dylan Coller. Thibaut Goury-Lafont pour le son, Raphaël Morel pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez où en permanence ou sur YouTube avec les historiens et puis sur les réseaux sociaux aussi.